de manière très modeste et sans faire de futurologie, je m'intéresse avec mes collaborateurs, mais depuis plusieurs années, à des scénarios anthropologiques prospectifs qui vont à la fois s'appuyer sur des modèles de fonctionnement humain, des avancées technologiques et les évolutions des contextes socio-économiques et politiques des sociétés occidentales. Moi, j'appelle ça de l'ethnofiction. C'est un peu comme du design spéculatif que tu viens d'expliquer, sauf que nous, on va s'appuyer sur l'anthropologie plutôt que sur la science-fiction comme certains vont le faire. Et surtout, on va créer des dispositifs permettant de faire vivre et de donner à voir d'autres réalités par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et les premiers signaux faibles que je peux récolter dans mon étude, on se rend compte qu'on est un petit peu rattrapé par les scénarios qu'on est en train d'imaginer. Et effectivement, on n'aurait pas cru qu'un monde où une pandémie dure et nécessite une modification profonde de nos modes de vie serait une alternative possible, qu'un monde où le logement devient le seul endroit possible pour les individus, et un monde où des pandémies successives et répétitives font de plus en plus de morts. Donc, nous, les scénarios qu'on a imaginés… Alors, attendez, je vous partage mon écran. Hop, c'est tout bon. Donc, le premier, c'est on pourrait s'imaginer un monde où le logement est devenu le seul refuge. Un monde où chaque individu passerait l'essentiel de sa vie dans ce qu'on a appelé, nous, une unité minimum d'habitation, une sorte de capsule, en quelque sorte, où c'est le monde qui viendrait à nous. D'autres capsules viendraient se pluguer, en quelque sorte, en fonction des besoins, bureaux, restaurants, rencontres, etc. Et le logement devient une réelle extension de soi et nous amène à penser complètement différemment notre rapport au monde, aux autres et même la structuration de nos villes et de nos espaces. Donc, ce qui nous fait, de manière un peu cynique, sourire avec la crise, c'est qu'effectivement, dans nos sociétés occidentales, on ne pouvait pas imaginer il y a quelques semaines que le logement allait devenir un sociofuge, allait devenir le nœud de nos interactions sociales, à la fois numériques et réelles, et qu'effectivement, si on poussait très loin ce scénario, dans 20, 30, 50 ou même 100 ans, eh ben, notre logement serait une carapace, serait notre protection et le monde serait pensé de manière différente. Donc ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, on change de décor. À l'inverse, on peut imaginer un monde où pour limiter la propagation des virus, nous vivrions dans une société hyper localisée où les déplacements ne sont plus possibles. On peut imaginer, à la suite d'effondrements successifs de notre humanité, où l'énergie perçue dans nos sociétés occidentales comme illimitée et bon marché n'existe plus. Les individus ont alors dû réinventer et réactiver d'anciennes croyances, soit par la force de l'esprit, ou soit aidés par des substances naturelles ou physiques. C'est le principe du néo-chamanisme, sur lequel on a beaucoup travaillé avec mes équipes, principe d'un voyage mental qui devient le seul déplacement autorisé hors de sa communauté. Et pour aller plus loin et pour coller à ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu une allégorie par rapport à la crise Covid. Avec le digital, en quelque sorte, on est confiné chez nous, les déplacements ne sont plus autorisés, mais grâce au numérique, nous avons accès au monde, à une vie sociale, presque un calque sur les interactions physiques qu'on vivait actuellement. Donc effectivement, on est sur des scénarios très prospectifs et très futuristes, mais qui permettent de donner à voir une réalité extrême si on met en forme d'un point de vue anthropologique les signaux faibles et toutes ces données qu'on croise actuellement. Alors effectivement, ce sont des scénarios extrêmes. Je ne sais pas si vous voulez réagir dans la salle. Moi j'ai une réaction. Hein. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je te vois sourire, Pierre. Ok. Non, moi, ma réaction, clairement, c'est de vous dire, mais c'est de te dire, en fait, ce sont vraiment des scénarios extrêmes. Soit on se projette à 15 ans, 20 ans, soit c'est un biais cognitif de ma part, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte à quel point le monde est en train de changer, au contraire, c'est 2025, mais ça c'est une autre question. Soit il y a des scénarios intermédiaires qui sont plus plausibles à l'horizon 2022, 2023, 2024. Est-ce que tu as travaillé sur ces scénarios intermédiaires qui seraient plus plausibles? Alors, à l'échelle très courte de ce qu'on est en train de vivre, je n'ai pas forcément de scénario intermédiaire parce que le parti pris de l'ethnofiction, c'est d'avoir des scénarios très lointains et très disruptifs pour amener tout à chacun à réfléchir sur la manière qu'il a de voir le monde, sur ses angoisses, sur ses aspirations et de se dire, bon, bah, par rapport à un monde possible qui n'est pas forcément très souhaitable, comment moi, je me positionne et quelles sont les réflexions et les axes
stratégique, même pour des entreprises, que je peux prendre. Donc, nous, on est plus dans un grand écart en disant effectivement comment on construit par rapport aux signaux faibles un monde qui, d'un point de vue anthropologique, est logique au niveau des pratiques, des représentations, etc. Et le but, c'est vraiment toujours de faire réagir. Et si pourquoi on a mis en lien les scénarios prospectifs par rapport à l'étude qu'on est actuellement en train de mener, c'est que les individus qu'on a en interview à la phase qualitative, en fait, eux se projettent dans le monde d'après, ont des aspirations pour certains très précises en se disant bon, bah, comment on change de monde, comment ce premier effondrement, comment ce qu'on est en train de vivre va participer à un renouveau, à une renaissance. Donc, c'est pour dire effectivement, si on met en lumière en quelque sorte ces aspirations, ces discours sur soi-même, où effectivement il y aura certainement un écart entre les aspirations de nouveaux modèles de société et la réalité des pratiques quotidiennes post-confinement, on peut, dans un futur plus ou moins lointain, arriver vers des modèles de société très différents, mais qui sont, comme je le répète, avant tout là pour nous faire réfléchir sur notre propre quotidien et sur quel monde on a envie d'être. Parce que sur le néo-chamanisme, effectivement, c'est une allégorie. Parce que là, il n'y a plus de smartphone, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, on est sur une forme de néo-chamanisme. On a des objets qui nous permettent de nous transporter à l'autre bout du monde, qui nous permettent d'avoir des rituels sociaux à distance, chacun chez soi, et on se sent, on n'est pas si éloigné de ce quotidien-là déjà. Pierre, finalement, tu avais une question. On t'entend. Oui, mais justement, mais tu as entre guillemets, tu as déjà un petit peu répondu. Mais en fait, c'est sur la base de cette étude, c'est quoi? C'est les peurs, c'est les aspirations des gens qui te permettent de te projeter comme ça, de projeter ces scénarios. C'est plus entre guillemets, c'est plus les peurs ou leurs aspirations qui font ressortir ces scénarios? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que les scénarios que je vous ai présentés sont des scénarios qui ont été faits avant la crise, dans une situation complètement différente. Et par rapport aux études qu'on peut mener et à tous ces signaux faibles et ces sources d'informations, on est arrivé à avoir ces scénarios-là. Et effectivement, moi, j'ai isolé ces deux scénarios qui sont très proches de ce que ressort de l'étude. Et je pense que aspiration, peur, en fait, sont très liés pour les individus parce qu'on est dans une incertitude. Et effectivement, ce rite de passage est en train de créer des nouveaux récits, des fables collectives qui permettent d'ordonner la vie des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue anthropologique, quand on s'intéresse à tous ces contes, à toutes ces fables, à toutes ces histoires, il y a un point commun, c'est accepter l'incertitude pour pouvoir avancer. Et effectivement, ces illustrations, c'est un médium qui dit qu'effectivement, l'incertitude, au final, elle peut se personnifier de manière très différente dans un logement capsule, où là, la peur de rester enfermé est à son paroxysme, ou à l'inverse, une société de l'ultra-connexion avec un retour au local qu'on est en train de voir actuellement, lié à la grande distribution et le rapport que les individus vont avoir avec leur stratégie d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment de se dire comment c'est un support pour pouvoir